Vrai que j'ai été salarié tout à fait bas de gamme au début de ma vie. À 78 ans, Roselyne Bachelot a provoqué un véritable séisme médiatique. Lors d'une récente interview télévisée, l'ancienne ministre, connue pour son franc-parler et son humour parfois caustique, a enfin levé le voile sur un mystère qui intriguait le public depuis des décennies. Pourquoi n'a-t-elle jamais voulu se marier ? Ce moment de vérité, à la fois intime et bouleversant, a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et suscité un torrent de réactions, car Roselyne Bachelot n'est pas une femme ordinaire, c'est une figure emblématique de la vie publique française, à la fois redoutée et admirée, qui n'a jamais eu peur de bousculer les conventions. Face caméra, son regard était empreint d'une sincérité rare. Elle a commencé d'une voix posée. « J'ai toujours aimé la liberté, au point de la défendre contre tout, même contre l'amour. » Cette confession, simple mais puissante, a glacé le plateau. Pour la première fois, Roselyne Bachelot admettait que son refus du mariage n'était pas une question de hasard, mais un choix conscient, façonné par sa vie de femme indépendante, engagée et souvent incomprise. Elle a évoqué les pressions sociales, les attentes du milieu politique et cette conviction profonde que se marier aurait signifié se trahir elle-même. Ces mots ont résonné comme un manifeste. À une époque où tant de femmes luttent encore pour concilier carrière, amour et liberté, la déclaration de Bachelot a eu l'effet d'un électrochoc. Certains y ont vu une forme de courage, d'autres une mélancolie voilée. Mais tous ont été touchés par la lucidité et la tendresse avec lesquelles elle s'est livrée. Roselyne Bachelot, à 78 ans, n'a plus rien à prouver. Et c'est peut-être là que réside toute la beauté de son aveu. Le récit s'est poursuivi avec une émotion inattendue lorsque Roselyne Bachelot a accepté de replonger dans ce chapitre intime de sa vie. Derrière son sourire habituel et son humour piquant, elle a évoqué avec franchise son mariage avec Jacques Bachelot, un homme qu'elle avait épousé très jeune, à une époque où tout semblait encore possible. C'était en octobre 1968, une autre époque, un autre monde. Elle se souvenait de cette journée avec un brin de nostalgie mêlé à une pointe d'ironie. « J'étais très mimi. J'avais une petite toque et un col en fourrure qui a duré plus longtemps que le mari, lança-t-elle dans un éclat de rire, cherchant à alléger la gravité des souvenirs. Mais derrière la plaisanterie se dessinait une réalité plus complexe. Pendant 30 ans, Roselyne Bachelot a partagé la vie de cet homme, construisant pas à pas un équilibre fragile entre amour, famille et ambition. Leur divorce n'a pas seulement marqué la fin d'une histoire, mais aussi le début d'une autre bataille, celle de la femme publique face à son identité. Elle avait choisi de garder le nom de Bachelot, non par attachement sentimental, mais parce que ce nom était déjà devenu celui d'une carrière politique en pleine ascension. Ce choix, qu'elle croyait pragmatique, s'est révélé bien plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Des années plus tard, avec la lucidité que donne le recul, elle confiait son regret. « C'est souvent le problème de beaucoup de femmes, disait-elle d'une voix ferme, presque militante. On commence sa carrière sous le nom de son mari, et puis, quand il n'est plus là, on réalise que ce nom nous enferme. » Ces mots, d'une sincérité désarmante, résonnaient comme un avertissement. Elle reconnaissait avoir été, selon ses propres termes, assez stupide pour ne pas avoir commencé sous son nom de jeune fille, Narquin. Cette confession, loin d'être amère, révélait au contraire une femme qui avait compris la valeur de son indépendance trop tard, mais qui n'avait jamais cessé de la défendre depuis. Sur le plateau, le silence s'était installé. Le public, suspendu à ses paroles, percevait dans son récit non pas une plainte, mais une leçon de vie. Celle d'une femme qui, après avoir traversé l'amour, le divorce,
la notoriété et la solitude, n'a jamais cessé d'affirmer qu'être soi-même reste la plus belle des conquêtes. Dans la suite de ses confidences, Roselyne Bachelot a laissé transparaître une émotion rare, presque fragile. Derrière son ton assuré, on sentait la trace d'un combat intérieur, celui d'une femme qui, toute sa vie, a dû imposer son nom, son image et son droit d'exister en dehors de toute étiquette. Elle expliqua, avec cette franchise qui la caractérise, qu'elle avait toujours voulu que son nom de jeune fille, Narquin, apparaisse à côté de celui de Bachelot dans ses papiers officiels, dans ses interventions médiatiques, dans chaque trace de son identité publique. Pourtant, ce souhait simple, presque symbolique, n'a jamais été respecté. Ce n'est pas qu'une question de nom, précisa-t-elle, le regard fixe, la voix empreinte d'une gravité tranquille. C'est une question de reconnaissance, celle de la femme que j'étais avant, de celle qui a grandi, étudié, travaillé, avant d'être définie par un mariage. Dans la salle, le silence s'installa, dense, respectueux. Le public, suspendu à ces mots, comprenait que derrière cette revendication administrative se cachait une blessure plus profonde, celle du renoncement forcé à une part de soi. Ironie du sort, celle qui s'est toujours battue pour la dignité et les droits des femmes, celle qui n'a jamais hésité à dénoncer les violences, les injustices, se heurtait encore à un refus d'écoute, à un manque de respect envers sa propre identité. Même son image médiatique, souvent marquée par son humour et son style décontracté, ses célèbres Crocs, qu'elle portait sans complexe dans les couloirs du pouvoir, ne suffisait pas à détourner l'attention de ce constat amer. Dans un monde qui prône l'égalité, une femme de sa stature ne parvenait pas à faire respecter un choix aussi personnel. Ce moment de vérité, d'une intensité silencieuse, semblait révéler toute la contradiction de la société qu'elle avait servie, admirative des femmes fortes, mais encore prisonnière des symboles d'un passé figé. Et Roselyne, droite, fière, presque émue, laissait paraître dans son regard la force tranquille de celle qui n'abandonne jamais. Lorsque la conversation glissa vers la politique actuelle, Roselyne Bachelot retrouva ce ton tranchant et sans filtre qui a toujours fait sa marque. Invitée sur RTL, elle ne chercha ni à ménager les sensibilités, ni à adoucir ses propos. Le sujet du jour, la fonction de Premier ministre. Et fidèle à elle-même, elle livra une analyse d'une franchise brutale, presque cinglante. On la sentait passionnée, lucide, mais aussi profondément désabusée par ce qu'elle observait dans les coulisses du pouvoir. On est quand même dans un système de vainqueurs et de vaincus, lança-t-elle d'un ton vif, les yeux pétillants d'ironie. Et parmi les vaincus, il y a toujours ceux qui voudraient quand même empocher la victoire. Elle décrivit, avec cette précision acide qui lui est propre, les alliances fragiles, les trahisons feutrées, les calculs permanents. Son regard sur la classe politique, qu'elle connaît mieux que quiconque, oscillait entre amertume et lucidité. Pour Roselyne, le poste de Premier ministre n'est plus un symbole de pouvoir, mais un piège, un rôle impossible à tenir sans s'y brûler. Son franc-parler fit mouche lorsqu'elle lâcha, sans détour. C'est un merdier. Le mot, cru, inattendu, fit sursauter le studio. Mais elle poursuivit, implacable. Ce poste, il est pourri, vitrifié. Il n'y a que des fous, ou des gens d'une générosité incroyable pour rêver d'être Premier ministre. Sa voix portait une forme d'admiration mêlée de pitié pour ceux qui acceptent encore ce fardeau. Puis, avec un humour sombre, elle ajouta « Ces gens ont souvent de belles situations et ils finissent par perdre la moitié, parfois les 2/3 de leurs revenus, avant d'être renvoyés comme une bonne qu'on accuse d'avoir volé l'argenterie. Le public, d'abord amusé,
resta ensuite pensif. Car derrière la verve, il y avait la vérité d'une femme qui a vu le pouvoir de l'intérieur, ses honneurs comme ses humiliations. Dans son regard, on lisait cette clairvoyance douloureuse de ceux qui savent trop bien ce que coûte la politique, un sacrifice sans garantie, un rôle où l'on est applaudi un jour et trahi le lendemain. La conversation se prolongea, et peu à peu, Roselyne Bachelot se replongea dans les moments qui avaient façonné sa notoriété. Bien avant les polémiques, avant même ses passages fracassants à la radio et à la télévision, il y avait eu cette époque où la France découvrait une femme politique différente, passionnée, libre de ton, audacieuse dans ses prises de position, parfois déconcertante dans ses méthodes, mais toujours sincère. C'est cette sincérité brute qui avait d'abord attiré la lumière sur elle. Dans les années 2000, Roselyne Bachelot fit une entrée remarquée sur la scène politique nationale. Son franc-parler devint une marque de fabrique, un souffle nouveau dans un univers souvent corseté par les codes et les convenances. Mais c'est véritablement lors de sa nomination au ministère de la Santé, puis de la Culture, que son nom s'imposa durablement dans le paysage français. On se souvient encore de son engagement total pendant la crise sanitaire de la grippe H1N1 en 2009. Son visage apparaissait chaque soir dans les journaux télévisés, son ton ferme contrastant avec l'incertitude ambiante. Elle devint, malgré elle, l'un des symboles de cette période de tension extrême. Les critiques furent nombreuses. On moqua son excès de précaution, son achat massif de vaccins, mais le temps lui donna raison. Sa gestion fut plus tard saluée pour sa clairvoyance et son sens des responsabilités. Roselyne, elle, resta impassible face aux attaques, fidèle à son credo. Gouverner, ce n'est pas plaire, c'est protéger. Cette phrase, devenue emblématique, résumait tout son parcours. Mais sa notoriété ne s'arrêta pas à la politique. Après avoir quitté les ministères, Roselyne Bachelot s'autorisa une seconde vie, celle des médias. Et là encore, elle imposa sa présence. Sur les plateaux de télévision, dans des émissions comme Le Grand 8 ou Les Grosses Têtes, elle surprit le public par son humour piquant, son rire communicatif et son absence totale de langue de bois. Les téléspectateurs découvraient une autre facette de cette femme que beaucoup avaient jugée sévère, drôle, vive, parfois même émouvante. Elle passait sans effort du registre politique à la confession personnelle, sans jamais perdre son aplomb. C'est aussi à cette période qu'elle publia plusieurs ouvrages marquants, dont Génération Gilet jaune et Corps et âme, où elle livra un regard lucide sur la société française, mais aussi sur sa propre vie. Dans ses livres, tout comme à la télévision, elle ne cherchait pas à séduire, mais à comprendre, à expliquer, à partager. Ses mots résonnaient avec justesse, et beaucoup y voyaient le reflet d'une expérience rare, celle d'une femme ayant traversé le pouvoir sans jamais se laisser modeler par lui. Un autre moment décisif fut sa nomination au poste de ministre de la Culture en 2020, sous la présidence d'Emmanuel Macron, alors que le monde artistique était frappé de plein fouet par la pandémie. Roselyne prit à nouveau le devant de la scène. Sa mission était presque impossible, sauver un secteur à l'arrêt. Et pourtant, elle affronta la tempête avec la même énergie qu'à ses débuts. Chaque apparition publique devenait un moment fort, tantôt salué, tantôt critiqué, mais toujours regardé. Cette capacité à renaître, à surprendre, à ne jamais se taire, fit d'elle une figure singulière dans le paysage français. Roselyne Bachelot n'était plus seulement une femme politique ou une chroniqueuse. Elle était devenue un personnage public à part entière, à la croisée de la culture, de la politique et de la société. Son parcours, fait de rupture, de provocation, mais aussi d'authenticité, captivait parce qu'il incarnait l'imprévisible.
Et alors qu'elle évoquait ces années intenses, sa voix se fit plus douce. On sentait qu'elle mesurait le chemin parcouru, les combats menés, les erreurs assumées. Devant les caméras, elle n'était plus la ministre, ni la chroniqueuse, mais simplement Roselyne, une femme qui avait vécu chaque minute de sa vie comme un acte public et dont la franchise, à elle seule, était devenue une œuvre, avant de devenir la figure médiatique et politique que la France connaît aujourd'hui. Roselyne Bachelot a grandi dans un univers bien plus discret, loin des projecteurs et des ors de la République. Son histoire commence dans une ville de province, au sein d'une famille homme modeste, mais profondément marquée par le sens du devoir et de l'effort. Enfant, elle observait déjà le monde avec cette curiosité vive et ce regard pénétrant qui ne l'ont jamais quittée. Elle ne venait pas d'un milieu destiné à la politique, mais d'un foyer où l'on croyait en la valeur du travail et en la force de la parole donnée. Sa jeunesse fut marquée par la rigueur, parfois même par le manque. Le confort matériel n'était pas toujours au rendez-vous, mais les discussions, elles, étaient riches. Son père, pharmacien et homme d'une discipline exemplaire, lui transmit le goût de la rigueur intellectuelle et de la responsabilité. Sa mère, quant à elle, fut sa première source d'inspiration. Une femme d'une grande sensibilité, capable de douceur comme de fermeté, qui lui apprit à ne jamais plier devant les difficultés. Ces années d'enfance forgèrent le caractère que le public découvrira plus tard. Une femme droite, déterminée, incapable de se soumettre. Petite fille, Roselyne était déjà différente. Là où les autres rêvaient de contes de fées, elle préférait écouter la radio, observer les débats, comprendre pourquoi certaines voix faisaient trembler les foules. Ses professeurs se souvenaient d'une élève vive, brillante, mais parfois trop franche. Elle posait les questions qu'on ne voulait pas entendre, refusait l'injustice, et déjà, son rire sonore et sa manière directe d'interpeller les adultes faisaient d'elle une personnalité à part. Les années d'études furent pour elle un champ de bataille silencieux. Elle se confrontait à un monde encore largement masculin, où les ambitions féminines étaient souvent étouffées par le conformisme. Mais Roselyne ne se laissait pas intimider. Chaque échec, chaque remarque condescendante devenait un moteur. Elle apprit à répliquer avec humour, à détourner la moquerie par l'intelligence, à imposer sa voix dans le tumulte. Ce tempérament de combattante, forgé dans la jeunesse, sera la clé de toutes ses victoires futures. Et pourtant, derrière cette force naissante, il y avait une solitude discrète. Les longues heures passées à étudier, les attentes familiales, le besoin constant de se prouver à elle-même qu'elle pouvait y arriver, tout cela la façonna en silence. Dans les couloirs froids des écoles, dans les bibliothèques où elle passait ses soirées, la jeune Roselyne rêvait d'un avenir où les femmes n'auraient plus à justifier leur place. Ce rêve, elle l'a porté toute sa vie. Déjà adolescente, elle notait ses pensées dans des carnets qu'elle conservait précieusement. Des réflexions sur la société, sur la condition féminine, sur la liberté. Elle ne savait pas encore qu'un jour, ses idées la mèneraient jusqu'au cœur du pouvoir. Ce qu'elle savait en revanche, c'est qu'elle ne voulait jamais dépendre de personne. Cette promesse faite à l'enfant qu'elle avait guiderait tous ses choix, même les plus difficiles. Ainsi se dessinait, dans la discrétion de ses premières années, la silhouette d'une femme appelée à bousculer les codes. Chaque pas dans la neige de son enfance, chaque mot prononcé dans une salle de classe trop étroite, chaque refus affronté, la préparait, sans qu'elle le sache encore, à devenir l'une des voix les plus singulières et redoutées de la vie publique française. Au-delà des micros, des caméras et des débats enflammés, la vie personnelle de Roselyne Bachelot a toujours été entourée d'un voile de pudeur. Derrière le personnage public, au rire sonore et aux verbes éclatants,
se cache une femme profondément attachée à l'intimité, à la simplicité des liens et aux repères familiaux. Elle n'a jamais cherché à mettre sa vie privée en avant, mais ceux qui l'ont côtoyée savent combien cette dimension compte dans son équilibre. Mariée très jeune à Jacques Bachelot, un homme discret, loin du tumulte médiatique, elle partagea avec lui 30 années d'une vie faite de compromis, de tendresse et parfois de distance. Leur union, célébrée à la fin des années 1960, fut marquée par l'enthousiasme d'une jeunesse ambitieuse et les contraintes d'une vie publique naissante. Tandis que Roselyne se lançait dans la politique, Jacques choisissait la réserve, préférant le silence des coulisses à la lumière des plateaux. Leur relation, bien que solide au début, subit l'usure du temps et la pression des carrières. Lorsqu'ils décidèrent de se séparer, ce fut sans fracas, sans scandale, dans un respect rare. Et pourtant, elle conserva son nom d'épouse, non par nostalgie, mais parce qu'il faisait déjà partie de son identité publique. De cette union naquit un fils, Pierre, devenu médecin, un choix de carrière qui, selon elle, incarne la rigueur et le dévouement qu'elle-même a toujours admiré. Elle parle de lui avec une fierté tranquille, évoquant sa réussite, son sens de l'humain, sa discrétion. Pierre Bachelot est souvent resté dans l'ombre de sa mère, mais leur complicité transparaît à travers quelques confidences rares. Mon fils m'a appris la patience et la douceur. Il a cette sagesse que je n'ai jamais eue. Ce lien filial, fort mais pudique, est l'un des piliers de sa vie. Aujourd'hui, Roselyne vit entre Paris et Angers, sa région de cœur. Son appartement parisien, situé non loin des jardins du Luxembourg, est à son image. Éclectique, coloré, parsemé de souvenirs. Des piles de livres s'entassent sur les tables, mêlant philosophie, romans et essais politiques. Sur les murs, des portraits d'artistes, quelques photos de famille et un tableau abstrait offert par un ami peintre. Elle y trouve la sérénité nécessaire pour écrire, lire ou simplement réfléchir au monde qu'elle observe avec cette curiosité intacte. Mais c'est à Angers, loin du tumulte parisien, qu'elle semble vraiment se ressourcer. Là-bas, sa maison respire la douceur de vivre, un jardin fleuri, des meubles anciens, des traces d'histoire et de chaleur humaine. Elle y passe de longues heures à jardiner, entourée de ses animaux de compagnie, une présence fidèle qui, dit-elle souvent, ne juge jamais, mais comprend tout. Ceux qui ont eu la chance de la visiter racontent une atmosphère à la fois studieuse et joyeuse, entre rire franc et silence méditatif. Célibataire depuis de nombreuses années, elle n'a jamais caché son choix de ne pas se remarier. J'ai déjà eu ma part d'amour, de disputes, de tendresse et de solitude. Maintenant, je suis libre. Et cette liberté vaut toutes les alliances. Cette phrase, prononcée avec le sourire, résume parfaitement sa philosophie. Loin de la solitude qu'on lui prête parfois, elle vit entourée de livres, de musique, d'amis fidèles. Dans ce quotidien calme mais plein de vie, Roselyne Bachelot cultive l'équilibre entre passé et présent. Elle n'a ni renoncé à la passion, ni cédé à la nostalgie. Sa maison n'est pas un refuge, mais un lieu vivant, vibrant, témoin silencieux d'une existence menée tambour battant entre le tumulte du pouvoir et la paix retrouvée des matins sans agenda. Et lorsque le soir tombe sur sa terrasse angevine, on imagine cette femme libre, un verre de vin à la main, observant le ciel, son rire résonnant encore, comme un écho persistant à toutes les batailles qu'elle a su traverser sans jamais perdre sa lumière. Roselyne Bachelot, derrière son large sourire et son ton parfois enjoué, cache une femme au parcours profondément humain. Ceux qui ne la connaissent qu'à travers les plateaux télé ou les tribunes politiques ignorent souvent la tendresse, la sensibilité et la force intérieure qui la définissent. Roselyne n'est pas seulement une ancienne ministre,
C'est une mère aimante, une femme fidèle à ses valeurs et une âme généreuse qui n'a jamais cessé de tendre la main à ceux qui souffrent. Sa vie personnelle, bien que discrète, révèle une femme d'une grande profondeur. Elle a traversé les tempêtes du pouvoir sans jamais perdre son authenticité. Chez elle, la politique n'a jamais pris le pas sur l'humain. Roselyne a su garder ses proches au cœur de sa vie, protéger sa famille du tumulte médiatique et préserver ce petit cercle de chaleur où elle retrouve la paix. Ceux qui ont eu la chance de la connaître de près témoignent que d'une personne sincère, d'une femme qui écoute, qui conseille, qui rit fort, mais qui pleure aussi en silence quand la vie la blesse. Aujourd'hui, au-delà de ses fonctions passées, Roselyne incarne cette génération de femmes courageuses qui ont ouvert la voie, souvent dans un monde dominé par les hommes. Elle a prouvé qu'on pouvait être forte sans cesser d'être sensible, qu'on pouvait réussir sans trahir son cœur. Et c'est cela, peut-être, le plus beau des héritages qu'elle laisse. Alors si, vous aussi, vous ressentez cette admiration, cette tendresse pour une femme qui a su rester humaine au milieu du tumulte, montrez-le. Soutenez Roselyne en partageant cette histoire, en laissant un like, un commentaire d'encouragement. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres parcours inspirants, d'autres destins marqués par le courage et la sincérité. Parce que derrière chaque figure publique, il y a une personne, un cœur qui bat, une histoire qui mérite d'être comprise et aimée.